Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Luttes Anthropocènes, l'émission où on décrypte les luttes écologiques et sociales de notre époque. Dans la deuxième chronique de Lutte Anthropocène, je vous avais parlé des problématiques que peuvent soulever la médiatisation des actions écologiques, en évoquant le jet de soupe de Phoebe Plummer et Anna Holland sur les tournesols de Van Gogh en 2022. C'est pourquoi ce nouvel épisode est consacré à la médiatisation faite par les actrices et acteurs même des mouvements. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Thionquet. Laurent, bonjour et merci d'être avec nous au micro. Bonjour à toutes et tous. Donc Laurent, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Sciences Po Lyon, membre du laboratoire EDICO, spécialiste de la construction médiatique des problèmes publics, des mouvements sociaux et de leur politisation, notamment en ligne. Et vous êtes depuis 2024 co-responsable de la spécialité de 5e année communication, environnement, engagement et mobilisation à Sciences Po Lyon, que je connais bien pour en faire moi-même partie. Et votre recherche de thèse se construit autour du barrage de Sivins et de la production médiatique de l'opposition à son encontre. Pour introduire notre échange, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que recouvre le projet du barrage de Sivins à l'origine ? Oui, bien sûr. Alors, cette controverse du barrage de Sivins, elle prend place en Occitanie, dans une commune rurale de 5000 habitants, qui s'appelle l'Isle-sur-Tarn. Ce projet de barrage, il est principalement porté par le Conseil général du Tarn, par une société anonyme d'économie mixte, répondant au nom de Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la CACG. Mais le projet concerne également d'autres acteurs publics qui y trouvent un intérêt, Conseil général de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, Chambre d'agriculture départementale, Agence de l'eau Adour-Garonne, et bien sûr l'État. Alors, le but avancé de ce barrage, c'est de permettre le maintien du débit d'étiage de la rivière du Tescou et de diluer les pollutions d'une laiterie industrielle. En réalité, le barrage de Sivins vise principalement à emmagasiner des ressources en eau pour soutenir l'agriculture intensive, pratiquée par une petite trentaine de producteurs de maïs. Le projet prévoit des financements qui sont assurés par des fonds publics provenant des différents départements concernés, l'Agence de l'eau et l'Union européenne pour un montant d'environ 8 millions d'euros. Problème, et non des moindres. Le barrage impliquera la destruction d'une partie de la forêt de Sivins, environ 30 hectares, sur l'une des zones humides majeures du département du point de vue de la biodiversité, pour 11 hectares. La zone humide du Testé, qui donnera son nom à la ZAD, la zone à défendre du Testé, est ainsi le refuge de 94 espèces animales protégées et de 353 espèces de plantes vasculaires. Alors pour justifier le caractère rationnel et responsable du projet, le département du Tarn avance l'argument d'une compensation dont l'opposition critiquera largement la teneur. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une transformation radicale du paysage aux lourds impacts écologiques. L'édifice prévu doit s'étendre sur 315 mètres de long. Il doit faire 13 mètres de haut pour une capacité de 1,3 million de mètres cubes d'eau. Il nécessite à ce titre le creusement d'un bassin de 34 hectares dans la forêt. Voilà pour le projet. Donc c'est un projet qui a été fortement décrié. Et donc comment est-ce que s'est développée l'opposition au barrage et donc quelles en sont les actrices et les acteurs ? Alors, ce projet qui date en réalité d'une trentaine d'années est sur le point d'être mis en œuvre à la fin des années 2000. C'est à ce moment que la mobilisation s'y opposant prend forme. Avant de la présenter en détail, précisons que ce type de mobilisation s'inscrit à ce moment dans la séquence des protestations internationales, type Occupy Wall Street, les indignés, plus spécifiquement le mouvement contre les grands projets inutiles et imposés. Et il s'inscrit également dans la continuité de l'altermondialisme qui actait la perte de centralité des partis et des syndicats dans l'organisation de la contestation politique et sociale. Pour rappel, l'altermondialisme, il est considéré par la recherche comme un mouvement de mouvements qui permet aux différentes fractions de la gauche de se recomposer, tout en attirant des militants qui cherchent à laisser s'épanouir un engagement qui est plus distancié, pour parler comme Jacquion, plus horizontal, plus autonome aussi. En rupture donc avec la verticalité et la rigidité des organisations que je viens de mentionner. Cette recherche d'autonomie, on va bien la retrouver à Sivins, comme c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes avant elle. Donc dans le Tarn, la mobilisation, elle commence avec des écologistes locaux, des habitants, regroupés au sein du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testé.
Leur répertoire d'action collective, bien étudié par les politistes Silvio Littrò et Bruno Villalba, il combine la contre-expertise avec des actions en justice. Malgré plusieurs recours déposés devant les tribunaux, le Conseil général s'apprête à débarrer la phase de déboisement en octobre 2013. En passant outre l'avis consultatif, mais défavorable, du Conseil national de la protection de la nature, qui considère que le projet est trop vague en termes d'impact sur la faune et sur les connectivités écologiques, ou encore que les mesures d'évitement ou de compensation sont inadéquates, voire hypothétiques. Sur la même temporalité, politiquement, le limogeage de la ministre de l'écologie Delphine Batho, remplacée par le socialiste Philippe Martin, permet également de relancer les politiques de l'irrigation, ce qui autorise à l'époque la préfecture du Tarn à signer l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique, ainsi que l'arrêté de dérogation à la destruction des espèces protégées à l'octobre 2013. Ce qui a ici les traits d'un empressement départemental accélère la constitution d'un second groupement d'opposants prêts à opter, plus franchement, pour la désobéissance civile et l'action directe. Ces militants, regroupés au sein du collectif informel Tant qu'il y aura des bouilles, entretiennent des liens avec Notre-Dame-des-Landes. Une partie d'entre eux, rejoints par des militants mobilisés contre les grands projets inutiles et imposés, donc à l'époque Notre-Dame-des-Landes bien sûr, Roibon, Bure, le projet de LGV Lyon-Turin, décline sur place son modèle de zone à défendre, de ZAD. La suite de la controverse, elle est connue pour l'explosion de la conflictualité, marquée par des cycles d'expulsion, réoccupation de la ZAD, en parallèle d'une intense bataille administrative et institutionnelle qui voit notamment la Commission européenne lancer une procédure précontentieuse vis-à-vis de la France en réclamant des garanties de respect du droit communautaire en novembre 2013. Cette même Commission européenne annoncera plus tard que les garanties présentées sont insuffisantes, signifiant de facto que l'État français risque l'infraction et donc la perte du financement européen du barrage, ce qui représente tout de même 21% de son budget total. Un risque qui n'a pas semblé émouvoir l'État et les collectivités qui ont poursuivi les préparatifs des travaux jusqu'à les démarrer en septembre. Rapidement, une bonne partie de la forêt tombe, mais les militants ne renoncent pas pour autant. Ils décident d'organiser un grand moment festif en octobre 2014, auquel se rendent d'ailleurs des figures de José Bové et de Jean-Luc Mélenchon. Lors de cette soirée, des affrontements éclatent. Un jeune naturaliste, qui sera ensuite présenté comme un activiste, ce qui est factuellement faux, Rémi Fraisse, meurt des suites de l'explosion d'une grenade explosive lancée par un gendarme. Cette tragédie qui deviendra l'affaire Fraisse ne met pas tout de suite un coup d'arrêt au projet. Le dénouement, toutefois, approche. Le rapport des experts commandités par la nouvelle ministre de l'écologie, Ségolène Royal, finit par être communiqué. Il confirme la pertinence de la contre-expertise du projet mené par les opposants. Le 16 janvier 2015, Royal annonce que le projet va être abandonné. Il le sera effectivement presque 2 mois plus tard par le Conseil général, mais qui vote parallèlement l'engagement de la collectivité pour un nouveau projet redimensionné. Quant à la ZAD, elle est expulsée définitivement par les forces de l'ordre le 6 mars 2015. Cette date, elle constitue la fin du premier acte de Sivins, premier acte car un projet de territoire pour l'agriculture locale est toujours sur la table. Et donc, dans vos recherches, vous évoquez longuement le rôle de l'automédia dans les mouvements sociaux. Et cet automédia, vous expliquez qu'il a été particulièrement utilisé dans le cas de Sivins. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit et comment est-ce qu'il s'est développé dans ce cas précis ? Bien sûr. Alors, le terme automédia, c'est un terme qu'en sociologie, on qualifie d'indigène. C'est-à-dire que c'est une expression utilisée par les acteurs eux-mêmes. Il s'agit en réalité d'une variante de ce que mes collègues Dominique Cardon et Fabien Grandjean ont nommé un médiactivisme. Ce qui renvoie, dans le cas des luttes contre les grands projets inutiles et imposés, à différentes réalités pratiques. L'automédia, ça peut être l'organe collectif qui, sur la ZAD, centralise les informations et joue un rôle de relation presse. C'est ce que mon collègue Vincent Carlino a observé à Bure. L'automédia, cela peut ensuite être le moyen de communication. Donc, par exemple, le site internet de l'opposition. Mais dans mon enquête, automédia, c'est une identité, une fonction revendiquée par différents acteurs que j'ai pu rencontrer. Il s'agit, pour le dire vite, de militants qui, équipés de caméras et d'appareils photo, documentent au quotidien la vie de la mobilisation et notamment sa répression. Il et elle occupent un rôle de vigie pour accumuler des matériaux pouvant servir demain au procès visant certains militants.
Mais dans le cas de Sylvain, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs dépassent alors ce rôle de vigie pour médiatiser la lutte. Ils se servent alors des matériaux audiovisuels comme des supports alimentant les réseaux sociaux numériques qu'ils mettent alors en place, notamment des groupes et des pages Facebook. Et du coup, vous insistez sur ce rôle donc, de Facebook dans cette mobilisation, mais comment est-ce que les acteurs et les actrices s'en sont-ils et elles servis ? C'est une question importante car à l'époque déjà, utiliser les réseaux sociaux numériques, c'est largement contre-intuitif pour ce type de mobilisation et cela fait l'objet de lourdes interrogations en interne. On est clairement face à Sylvain, face à un mouvement anticapitaliste qui voit dans les technologies d'information et de communication l'infrastructure du pouvoir. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'une éthique utilitariste chez les militants prend le dessus. On est loin de Toulouse, des forces militantes urbaines, donc. La couverture journalistique de la mobilisation et du projet sont jugées défavorables. Il existe bien un site internet, mais qui reprend le nom du collectif militant tant qu'il y aura des bouilles. Bref, en termes de référencement, pour qui cherche Sylvain, ça n'est pas l'idéal. Un militant automédia me dit alors en entretien, on propose un Facebook, ça discute, mais aucune décision n'est prise. Alors je me suis dit, fuck off, je le fais. Le groupe de la ZAD comptera alors 3000 membres. Le collectif légaliste dont j'ai parlé tout à l'heure en établira un aussi. Et puis, enfin, il y aura une page qui ambitionnera de centraliser toutes les informations relatives à la mobilisation. Alors, 2 éléments me semblent importants à considérer ces espaces. Premièrement, ces groupes et ces pages fonctionnaient comme des espaces de médiatisation ou de contre-discours permettant aux opposants de contester les stéréotypes dont ils faisaient l'objet, donc les fameux zadistes, comme on les appelle parfois, de faire valoir leurs arguments et éventuellement de rallier de nouveaux soutiens, si possible. Mais comme pour les Gilets jaunes plus tard, ces espaces, ils servaient aussi de surface complémentaire à la construction de l'action collective. Information pratique, besoin de la ZAD, annonce de covoiturage et de blocage policier, etc. Ça, c'est le premier aspect qui me semble important, des espaces de médiatisation, mais aussi de construction de l'action collective. Deuxièmement, s'il est difficile d'imputer un rôle central à ces dispositifs, ce qui reviendrait à pécher par médiacentrisme, il me paraît sûr que ces espaces ont permis d'abattre un important travail sur le plan symbolique, c'est-à-dire du sens collectif de la mobilisation, et notamment entre groupements militants qui n'ont pas les mêmes répertoires d'action. Ainsi, le groupe Facebook de la ZAD a puisé et donc a su valoriser le travail de contre-expertise du collectif légaliste. Quand ce dernier a pu, de son côté, faire preuve de solidarité avec la ZAD en partageant régulièrement son actualité, ses difficultés, ses besoins au moment critique de la controverse. Ce faisant, les usages de Facebook ont participé à la structuration mosaïque de la mobilisation et de sa capacité à faire mouvement en dépit de leurs différents tactiques, des différents tactiques des groupements qui composaient cette mobilisation. Et donc finalement, les automédias, en prenant plus ou moins la place des journalistes, est-ce qu'on pourrait dire que automédias et journalisme sont forcément opposés ? Alors c'est une bonne question, mais pour vous répondre, non, pas fondamentalement. On pourrait qualifier leur relation d'associés rivaux, comme le fait par exemple mon collègue Jean-Baptiste Legavre. C'est-à-dire que sur le papier, dans ce travail de médiatisation, les médiactivistes et les journalistes sont rivaux, notamment à considérer le cadrage et la course à la médiatisation de l'événement. Mais en réalité, dans un paysage médiatique très polarisé, et c'était déjà le cas à l'époque, et surtout avec l'apparition de médias en ligne de gauche, sensibles aux revendications écologistes, Reporter, Mediapart, Basta, Rue 89, Les Jours, Taranis News, les relations parfois entre journalistes et médiactivistes, les fameux automédias, relevaient davantage de la coopération, voire même de la co-construction. Proximité sur place, échange d'informations, appui des groupes Facebook sur ce type de médiation journalistique par le partage d'articles, voire même des formes de division du travail sur Mediapart, entre le club de Mediapart et l'espace journal réservé à la rédaction. Alors bien sûr, cette association, cette proximité entre acteurs, elle est coûteuse pour chacun d'entre eux.
Les médiactivistes doivent prendre garde à la proximité avec les journalistes, sous peine d'être critiqués par les franges les plus hostiles aux médias, et il y en a au sein du mouvement. Quant aux journalistes, ils doivent prendre garde à ne pas apparaître comme trop proches des militants, au risque d'être totalement associés à ces derniers, ce qui est souvent le cas sur le terrain, à considérer les difficultés qu'ils ont à avoir accès aux sources institutionnelles et parfois à passer les barrages policiers, un type de problème qui est toujours très contemporain. Et par conséquent, est-ce que ces différentes difficultés que vous observez entre médias, journalistes et militants engendrent des conséquences sur le mouvement de l'opposition au barrage de Sivens ? Alors, il y a eu différentes étapes. La médiatisation au début du mouvement et sur le mouvement, sur l'ensemble de la controverse, elle est très faible. Presque aucun intérêt des journalistes au niveau national. Au niveau local, un titre de presse régional dominant, la Dépêche du Midi, favorable au projet. Il s'agit d'un titre dont Franck Bousquet, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à Toulouse, dit qu'il est un soutien organique aux politiques publiques. Bon, ça veut tout dire. La conflictualité montant et l'apparition d'une ZAD sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes permettent à la mobilisation de gagner en intérêt médiatique. Et puis bien sûr, la mort de Rémi Fraisse est un point de bascule qui fait définitivement entrer le sujet dans l'agenda médiatique national. La médiatisation, c'est un enjeu pour le moins clivant à l'intérieur de cette mobilisation. D'un côté, un collectif légaliste qui, sur le modèle de Greenpeace, fait du répertoire médiatique un enjeu central. Il faut donc parler à la presse et la faire venir sur place pour lui fournir des images. Du côté des militants de la ZAD, une volonté soit de rompre avec ces logiques, soit de jouer la carte de l'autodétermination médiatique. Évidemment, sur le terrain, ça crée des frictions entre ces collectifs. Voilà, donc ça crée effectivement des tensions. Ça c'est très clair. Pour continuer de répondre à votre question, un aspect toutefois, je crois, mérite d'être souligné. Les formes de division du travail entre journalistes engagés et médias, elles ont permis de documenter au plus près les termes de cette controverse. Or, quand Rémi Fraisse meurt et que les grands médias nationaux décident de s'intéresser à ce conflit, c'est aussi par le biais de Mediapart, de reporters et consorts qu'ils s'approprient le sujet. Donc, d'une certaine manière, ce travail médiatique a fonctionné au fil de la controverse comme un courtier qui a influencé la connaissance et la perception de ce conflit dans l'espace public. Et donc là, je vois que le temps file. Et donc, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais comme ça, vous pourrez développer. Est-ce que vous avez observé des dynamiques similaires concernant d'autres mobilisations s'opposant à des grands projets inutiles et imposés, comme vous avez expliqué l'acronyme tout à l'heure, GP2I? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, mon travail s'est vraiment concentré sur Sivens, puisque j'ai réalisé ma thèse après certains travaux qui portaient sur Notre-Dame-des-Landes et sur Bure, je l'ai dit tout à l'heure. Ces travaux, ils pointaient déjà la créativité à l'œuvre sur le plan médiatique de la part de ces mouvements. Et depuis, ce qui frappe à cet égard, c'est l'ingéniosité médiactiviste à l'œuvre. Que l'on songe à Thomas Braille ou à Marie Chureau sur le sujet de l'A69, ou bien encore à Camille Etienne, bien sûr, on voit très bien à quel point les dispositifs médiatiques et numériques font l'objet d'appropriation, parfois de détournement, par les mobilisations environnementales. Et qu'en fait, un savoir-faire médiatique s'affirme de plus en plus dans ce type de mouvement. Merci beaucoup, Laurent Thionquet, d'avoir accepté d'intervenir au micro de Lutte Anthropocène. Donc, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Sciences Po Lyon, membre du laboratoire Helico. Et donc cet épisode, comme tous les autres, est à retrouver en podcast sur le site internet de Radio Anthropocène ou sur toutes les plateformes de streaming audio. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.